Je vous propose de vous installer, de vous asseoir. Il est 18 h. Voilà. Bienvenue, monsieur le directeur, monsieur le conseiller. Voilà. Prenez place. Madame la mère Noël, qui termine la distribution de ses cadeaux. Bien. Merci d'être présent là pour ce dernier conseil municipal de l'année 2024. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bien. Alors, en communication, sont absents ayant donné procuration à M. Wojciechowski, à M. Atmania, M. Brem à M. Lauer, M. Vecchio à M. Mouton, puis à Mme Spire lors de son départ. C'est juste. Madame Maté à moi-même, Madame Becker-Bardelman à Madame Schweitzer et Madame Boraccia à Madame Kronna, elle est là. Voilà. D'autres absents ou sont absents, excusez, sans procuration, Monsieur Chalal. En remerciement, j'ai eu un remerciement qui m'a été adressé par Madame Yvette Chong du club vosgien de Saint-Avold, qui remercie la commune et les services, c'est bien, et les services concernés pour les sapins en forêt d'Oderfort. Voilà, traditionnel sapin. Et je tiens encore à rendre hommage à celui qui a créé ça, si je peux le dire comme ça, à Monsieur Ferdinand. D'ailleurs, le pont un peu plus loin porte son nom. Hein. Je me souviens. Bien, donc merci pour ça. Vous trouverez également sur votre table une information complémentaire sur le point numéro 15, où on a rajouté, donc c'est sur la création d'un emploi. Vous l'avez pas? Non, je dois vous le signaler. Hein. Oui, je dois vous le signaler. Alors, je vais le signaler, c'est 2 mots supplémentaires qu'on rajoute dans la phrase. La rémunération du directeur du conservatoire de musique et de danse sera calculée par référence de la grille indiciaire correspondante au grade de professeur d'enseignement artistique. Donc ça, c'est ce qui est inscrit. Et il faut rajouter simplement de classe normale. Voilà. On rajoute 2 mots de classe normale. Voilà. C'est Madame Guérin qui vous en parlera tout à l'heure. Bien. Alors, 19 points, ça va. Le point numéro 1 qui concerne l'aménagement des rues et des espaces publics naboriens dans le périmètre ORT et le plan de financement et les demandes de subvention. C'est aussi pour pouvoir faire les demandes de subvention. Monsieur le premier adjoint, vous nous présentez ça. Merci, monsieur le maire. Bon, d'habitude, j'essaie de faire court, mais là, vu les montants et l'investissement important, je vais vous lire toute la délibération. Donc, à travers un ambitieux projet d'aménagement d'espaces publics compris dans le périmètre de l'ORT de la ville de Saint-Avold, on entend engager une démarche d'amélioration du cadre de vie et d'adaptation de la ville aux divers enjeux climatiques et écologiques de demain. Pour ce faire, elle se fait accompagner par le bureau d'études DCI Environnement, chargé de la maîtrise d'œuvre de cette opération. Le projet se déploie autour d'une trame douce qui ouvrira une artère confortable pour les mobilités actives et qui connectera l'entrée ouest de Saint-Avold. Donc c'est le rond-point d'Ourdal, Faubourg, jusqu'au rond-point des Pompiers, pour que vous vous situiez à peu près. Au centre-ville et plus généralement à la rue de Gaulle aussi. Une réflexion particulière a été portée à l'organisation des abords du lycée Charles-Julie afin d'en sécuriser la desserte. Cette nouvelle hiérarchisation des rues présente l'opportunité de développer des techniques pour garantir un aménagement durable, la gestion intégrée des eaux pluviales,
désimperméabilisation des sols et la plantation des qualités, etc. Outre la requalification des rues, le projet ambitionne également d'offrir un nouveau parc urbain au cœur de la ville et à proximité de l'école maternelle des Tanneurs, en lieu et place de la friche du garage Peugeot. De requalifier les stationnements annexes en parking paysager permettant l'ouverture d'un réseau de venelles piétonnes vers le centre-ville. La rue Urschauer, principale artère commerçante, fera également peau neuve pour proposer une zone de rencontre sécurisée avec une qualité d'aménagement qui mettra en valeur le patrimoine architectural ainsi que les commerces et services. Le montant global du projet a été arrêté à 8 millions d'euros. Les travaux pourraient se réaliser en plusieurs tranches annuelles successives comme suit. Donc en 2025, on pourrait commencer avec les tranches A, B et C pour un montant prévisionnel de 2 179 689 € hors taxes. Donc les tranches A, c'est quoi? C'est l'entrée de la ville ouest jusqu'au girotoire, donc les deux ronds-points que je vous disais tout à l'heure. La tranche B, c'est la rue des Anglais, donc il y aurait une piste cyclable chemin des Brasseurs, tout de suite après le dodo vers le lycée Poncelet. Et la tranche C, ça concernera la rue de Gaulle. En 2026, les tranches D et E pour un montant prévisionnel de 3 110 747 € hors taxes. Donc ça concernera la rue Foch, c'est-à-dire du rond-point des pompiers jusqu'à Dodo. Et la tranche E, le parc urbain, c'est la friche Peugeot. Au niveau de la démolition, ça commencera déjà à peu près en été 2025. Mais les travaux de construction se réaliseront en 2026. En 2027, la tranche F pour un montant de 2 776 764 € hors taxes pour la rue Urschauer. L'État, la région Grand Est, le département de la Moselle, dans le cadre d'Ambition Moselle, ainsi que l'agence de l'eau Rhin-Meuse, devraient accompagner financièrement ce projet. Le plan de financement pour les tranches A, B et C 2025 pourrait être les suivants. Donc on attend un subventionnement de 80% sur la totalité, ce qui pourrait monter à peu près à 435 000 pour l'État, le même montant pour la région, pour le département et l'agence de l'eau Rhin-Meuse, et 20% restant par la ville de Saint-Avold, pour un montant total de 2 179 000 €. Les subventions concernant les tranches suivantes seront sollicitées ultérieurement. Donc il vous est proposé d'approuver le projet pluriannuel d'aménagement urbain permettant l'amélioration du cadre de vie et l'adaptation de la ville aux divers enjeux climatiques et écologiques de demain et d'arrêter son plan de financement. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter les subventions mentionnées et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les marchés et autres contrats permettant la bonne exécution du projet. Si vous avez des interrogations ou des remarques, bonsoir à tous. D'abord, remerciements à la mère Noël. La sucette au chocolat était très bonne. Ah bah voilà. Pas moi. Il y a des conseils municipaux qui démarrent sous de meilleurs auspices que d'autres. Visiblement, ceux-là en font partie. Et j'ai dit, il démarre. Sur ce point, alors, il est principalement sujet de la répartition des demandes de financement et de subventions par rapport à cette première tranche de travaux 2025. Moi, ce que je note, c'est que j'avais fait la même remarque en commission des finances, de façon assez arbitraire. Les fonds qui ont été demandés, c'est 20% à chacun, ce que je trouve assez dommageable, puisque il y a des dispositifs qui sont assez connus et cadrés, notamment au niveau de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, qui finance à hauteur de 10 € TTC du mètre carré les travaux de désimperméabilisation entrepris par les communes et de 5 € TTC du mètre carré pour la semi-désimperméabilisation. Et donc, je pense que le maître d'œuvre aurait pu, mener un travail un peu plus fin en estimant le nombre de mètres carrés désimperméabilisés dans le cadre du projet, dans le cadre de cette tranche-là,
et faire une demande de financement correspondante au plus proche, puisque là, on sait, entre guillemets, ce que l'agence donne, avec un taux de financement maximum de 80%, donc on avait la possibilité de calculer. Parce que la problématique, vous le savez, c'est que les cofinancements sur un projet public, c'est maximum 80%. Donc si on demande la même chose à tout le monde et que certains peuvent donner un peu plus que d'autres, tandis que d'autres sont bloqués parce qu'ils ont des dispositifs, on risque ni plus ni moins de perdre de l'argent. Et je pense qu'on sait tous, je dirais, la difficulté dans lesquelles les comptes publics sont aujourd'hui, et donc la difficulté que nous allons avoir à aller trouver des cofinancements chez les partenaires pour abonder nos projets. Et donc c'est d'autant plus important d'être précis sur ces éléments-là. Là, ça ne l'est pas et je le regrette un peu. Sur le fond des projets et des tranches que vous nous avez transmis, nous permettront de nous exprimer ultérieurement, je dirais, au fur et à mesure des plans de travaux que vous présenterez par rapport à ce qu'on considère être opportun ou non en termes d'aménagement, en termes de travaux proposés, aussi en termes de coordination de ces travaux avec les autres collectivités qui ont des compétences partagées et dont il faudra nécessairement coordonner l'action. En tous les cas, il faut que ça démarre, mais j'ai l'impression qu'on est allé peut-être un peu vite là dans cette demande de subvention du fait des dates. Je rappelle que par exemple la demande de subvention de l'État, DETR, DECIL, elle devait être présentée pour le 30 novembre. Et donc je regrette un peu qu'on nous présente la délibération au conseil municipal le 19 décembre. Donc on rattrape le coup par après, mais ça fait quand même relativement peu sérieux vis-à-vis des services de l'État qui instruisent ces dossiers, surtout, monsieur le Premier adjoint, comme tu le soulignais, quand on parle de montants de cet ordre-là. Je vous remercie. Sur le fond, vous avez raison. Alors, on a affiné notre projet. On est un petit peu en dehors Alors, pourquoi cette délibération-là aujourd'hui? C'est pour la DECIL, bien sûr. Hein. On a un petit peu de retard, mais on a déjà fait un courrier au préalable. Alors, ils sont au courant. Le dossier a été transmis. Ça fait depuis nos services sont en relation constamment. C'est une délibération qu'il fallait prendre, je vais dire, aujourd'hui à la date où on est, au plus vite, hein, puisqu'on arrive en fin d'année. Bien sûr qu'on prendra encore d'autres délibérations au fur et à mesure qu'on avance sur les tranches. Pour l'agence de l'eau, la déperméabilisation, on n'est pas trop concerné sur cette partie-là. Ça viendra après avec le parc. Ça viendra aussi partout où ce sera possible. On déconnectera les écoulements des maisons, là où c'est possible, et l'eau ira directement dans les dispositifs de boirie qui seront faits. Vous avez des détails dans les documents. Donc voilà. Mais au fur et à mesure, on est sur un programme de 3 ans, et au fur et à mesure qu'on avance, on fera toutes les demandes de subventions nécessaires. Oui. Non, si je peux ajouter peut-être. Nous avons déjà consulté la CASAS par rapport au réseau. Nous avons déjà lancé une première réunion où on leur a expliqué ce projet. Énergis, pareil, par rapport au réseau et tout ça. Donc, les premières réunions ont déjà démarré. Et par rapport aux subventions, oui, effectivement, le maître d'œuvre va affiner tout ça. Ce n'est pas encore fini. C'est juste, pour l'instant, on parle bien au conditionnel. Oui, alors justement, je regrette un peu, en regardant les tranches que vous nous présentez, vous nous dites vous-même, monsieur le maire, l'agence de l'eau ne va pas être trop mobilisée sur cette première attaque de travaux. J'aurais préféré à ce moment-là qu'on maximise la demande de l'État, parce que de même façon que je vous dis qu'on ne donnera pas plus à une association qui nous demande une somme, l'État ne nous donnera pas plus, même s'ils avaient la possibilité de le faire, si on ne leur demande pas une certaine somme. Donc voilà, je pense qu'on aurait pu peut-être avoir des ratios un chouïa plus adaptés, mais à ces niveaux-là de dépenses, ça peut faire 100, 150 000 euros, 200 000 euros de différence à la fin de l'addition, et je pense toujours que c'est une addition, je dirais que les Naboriens payent, donc j'y suis particulièrement attentif. Merci en tous les cas pour les précisions. Pas d'autres remarques? Donc je soumets aux voix.
Qui est contre? Qui s'abstient? 2 personnes, plus les mandants. Merci. Merci. Le point suivant, point important, qui concerne le projet de transformation de la régie, à peu près, de la régie Énergis en société d'économie mixte locale et la création des budgets annexes qui correspondent. Donc, je vais quand même pas lire toute la délibération. J'ai sorti quelques points importants qu'il faut vraiment reprendre. Hein. Vous savez que Énergis a entamé en 2023 une réflexion sur sa forme juridique, parce qu'elle a constaté que son statut juridique de régie posait un certain nombre de limites dans son fonctionnement et également dans son développement. Donc, dans ce cadre-là, elle a envisagé de modifier ses statuts et de recourir à une forme sociale permettant d'affranchir ces contraintes qu'on a rencontrées pendant les crises de l'énergie et l'autre crise qu'a traversé Énergis et dont j'ai dû prendre un certain nombre de mesures. Donc voilà, donc le conseil d'administration d'Énergis, lors de sa séance du 7 décembre 2023, a approuvé le principe d'une transformation de la structure en SEML. La poursuite de la réflexion sur le projet et du travail préparatoire correspondant a été autorisée par le conseil municipal lors de la séance du 19 décembre 2023. Par délibération du 19 décembre 2024, le conseil municipal a notamment mandaté le conseil d'administration d'Énergis sur la base de l'infomémo présenté au conseil municipal et d'identifier en vue de les présenter au conseil municipal des futurs partenaires qui pourraient constituer la SEML selon les critères suivants. Donc, ce qu'on avait dit, on ouvre le capital entre 15 et 20% maximum et de privilégier les partenaires parmi les ELD. La réalisation de la transformation envisagée devrait avoir une date d'effet au 1er janvier 2026. La transmission de ces activités de la régie actuelle à la SEML qui sera créée sera faite en 2 étapes. La première étape consisterait en la fin de la régie qui impliquerait le retour de l'intégralité des actifs et des passifs de la régie à la municipalité de Saint-Avold. La seconde étape, c'est on fait l'inverse. La municipalité donc rendrait à la SEML de toutes les activités qu'avait Énergis. Voilà. Et donc, afin de permettre la réalisation de ces opérations, il est nécessaire de créer, donc pour 2025, au sein de la municipalité de Saint-Avold, trois budgets qui concernent les 3 activités Énergis, qui sont le gaz, l'électricité et le chauffage urbain, afin de pouvoir intégrer les budgets équivalents de la régie au 31 décembre 2025. Et dans la foulée, donc, ils seront reversés après à la nouvelle SEML. Voilà. Oui, c'est la demande du Trésor public, mais c'est bien la procédure hein, au vu du planning qui a été acté. Je vous propose donc la création de ces 3 budgets pour l'exercice 2025. Y a-t-il des questions? Monsieur Atmania. Pas de questions particulières. Effectivement, vous l'avez indiqué, Monsieur le maire, c'est la suite logique des décisions que vous avez présentées lors des précédents conseils municipaux. Je me suis déjà largement exprimé sur les désaccords que je pouvais avoir, non pas forcément sur le sujet du statut, mais plutôt sur le sujet de l'orientation qui est donnée à l'outil qui va être créé. En tout état de cause, nous resterons vigilants évidemment d'une part à l'évaluation du patrimoine qui va être réalisée et transférée à la collectivité, puis retransférée, et aux conditions dans lesquelles elles seront transférées. Nous serons simplement vigilants au fait que cela préserve, je dirais, l'intérêt des Naboriens d'une part, et d'autre part à l'actionnariat que vous nous proposerez de mettre en œuvre dans le cadre de la création de cette SEM qui, encore une fois, pour moi, doit être diversifiée en termes de profil et d'acteurs et garantir absolument le maintien de l'entièreté des services sur site à Saint-Avold. En l'état, pour
pour le reste et sur la délibération que vous nous présentez, qui est principalement technique, je voterai en faveur, bien évidemment. D'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets aux voix. Qui est contre? Abstention? Merci. Le point suivant, le point numéro 3, avec la reconduction du dispositif petit déjeuner dans les quartiers prioritaires pour l'année 2024 et 2025. C'est Madame Spire qui nous présente le point. Oui, il nous rappelle, le premier adjoint nous rappelle les membres du conseil d'administration, bien entendu, hein, ça allait de soi, ouais, ne participe pas au vote. Merci. Dans le cadre de sa stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté adoptée depuis 2018, le gouvernement prévoyait d'encourager dans les écoles primaires situées dans les quartiers en difficulté sociale la distribution de petits déjeuners. Ce dispositif soutenu et mis en place dans nos écoles pour l'année scolaire 2023-2024 dans les quartiers prioritaires de la ville a participé à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée. La ville de Saint-Avold souhaite, dans le cadre de sa politique d'éducation renouvelée, son soutien à la proposition du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse pour la reconduction du dispositif pour l'année scolaire 2024-2025. Il concerne 429 élèves des établissements suivants. Je vous laisse voir les établissements. Cela représenterait la fourniture et la préparation par les agents du service scolaire de 429 petits déjeuners une fois par semaine pendant 20 semaines pour l'année scolaire 2024-2025. Le coût d'un petit déjeuner est estimé à 1,50 €. La dépense pour l'année scolaire 2024-2025 s'élèverait à 12 870 €. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse s'engage à contribuer sur la base d'un forfait par élève de 1,30 € à l'achat des denrées alimentaires consommées par les élèves. Cette participation de l'État fera l'objet du versement d'une subvention d'un montant de 11 154 € calculé sur la base de 429 petits déjeuners une fois par semaine pendant 20 semaines. Les crédits seront inscrits au budget primitif 2025 en dépenses au chapitre 011/281-60623 et en recettes au chapitre 74/281-74-718. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention si annexée pour la mise en œuvre de ce dispositif. Je tiens à préciser que nous avons essayé d'étendre à toutes les écoles et que cela, à l'heure actuelle, n'est pas possible ni logistiquement et ni vis-à-vis du personnel. On a demandé à la SBH qui ne pouvait pas et au CCAS non plus. Y a-t-il des questions? Oui. J'ai répondu normalement à votre question. Alors, ce n'est pas forcément qu'une question, c'est aussi une remarque, mais moi, je commencerai par vous dire que le territoire de Saint-Avold, c'est l'INSEE qui nous le dit, abrite un taux de pauvreté des ménages largement supérieur à la moyenne mosellane. On est à près de 26% et que cette pauvreté, on ne la trouve pas que dans les quartiers prioritaires. Et donc moi, ça fait effectivement 4 ans que je vous demande d'étendre ce dispositif à l'ensemble des écoles de la ville. Et 4 ans successivement que vous me dites, mais on va le faire, on verra pour l'année prochaine, etc., etc. Je me permets de vous dire, Madame Spire, que bon, moi je travaille en collectivité et dans les 2 dernières collectivités dans lesquelles j'ai le plaisir d'exercer, mes patrons, les maires, ont 2 phrases qu'ils demandent à leur service ou surtout qu'ils ne veulent pas entendre. La première phrase, c'est en cours, et la deuxième phrase, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, je peux vous dire que quand nous, on va voir nos patrons et on leur dit « Monsieur le maire, c'est en cours » ou « Monsieur le maire, c'est pas possible », ça se passe particulièrement mal. Donc j'ai du mal aujourd'hui à me satisfaire de la réponse. Ok, ben, la SBH ne peut pas, ben, il y a peut-être d'autres solutions à trouver. En tous les cas, moi, je suis persuadé que quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et je ne peux pas juste me satisfaire du fait qu'on ne traite pas tous les gamins de la ville de façon équitable. Je sais que j'en fais une question de principe. Ça fait 4 ans que je vous dis la même chose. Mais pour moi, un enfant, c'est un enfant. Et j'ai... Enfin bon, en échangeant avec ma collègue Blanche Crénat tout à l'heure sur le sujet, elle me disait, bah, moi quand j'étais enfant scolarisé, on avait tous les jours une bouteille de lait ou de chocolat au lait qui était même posée sur le radiateur des classes pour chauffer, et c'était pour tous les gamins.
Et donc aujourd'hui, ce qui veut dire que, excuse-moi Blanchin, mais on n'est pas en capacité de faire ce qu'on faisait il y a 50 ou 60 ans, ou même après. Donc voilà, moi je trouve ça quand même problématique. C'est peut-être une petite mesure, mais on a tout à l'heure le point du contrat de ville. Évidemment, moi je ne remettrai jamais en cause les situations difficiles et particulières qu'on rencontre en quartier prioritaire, mais je ne peux pas me satisfaire qu'on ne mette, quand il s'agit des publics les plus importants pour moi, parce que quand on travaille pour les enfants, on travaille pour l'avenir de la ville, qu'on satisfasse de dire c'est pas possible. Voilà. Alors, je vais sans rentrer dans un grand débat. Alors, souvenez-vous, lorsqu'on a mis ça en place la première année, 2021 peut-être, je crois, hein, ça doit être ça, 2021. Antoine Pellegrini était un des premiers, dont moi également, à dire mais il faut le faire ailleurs aussi. Madame Spire a donné un petit peu la réponse tout à l'heure. Alors c'est en cours, oui, on voulait le faire, et on s'est rendu compte que c'est comme nous, quand on veut faire quelque chose, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Aujourd'hui, les moyens de cette ambition-là, on ne l'a pas. On va préparer le budget bientôt, hein, les services travaillent dessus, il faudra faire un certain nombre de coupes. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens, alors c'est pas les quelques euros, enfin, c'est pas le 1 euro que ça coûte le petit déjeuner, c'est le personnel qu'il faut mettre en place et le trouver, la logistique à trouver. Et quand on me dit, et je pense que vous le dites aussi, lorsqu'on vote le budget et qu'on regarde que plus de 50% du budget, ça va sur les charges de personnel, il faut bien se poser des questions et prendre des décisions. Voilà, voici ma réponse. Mais je pense qu'on peut en revenir un petit peu tout à l'heure lorsqu'on abordera le contrat de ville. Je pense qu'on peut y revenir, parce que j'ai deux aspects là-dessus. Le contrat a quand même évolué, mais on reviendra avec Monique tout à l'heure. Mais alors, c'est en cours et c'est pas possible. Quand les choses sont pas possibles à faire pour des raisons, on le dit et on l'explique. Et je pense que tout le monde peut le comprendre. Oui. Vous voyez, monsieur le maire, moi je ne me satisfais pas de votre réponse, parce qu'encore une fois, on a réussi à faire la même chose sur des villes équivalentes et à proximité. Donc je ne vois pas pourquoi. C'est pas comme si personne ne le faisait. Il y a des autres collectivités qui le font. Donc quand c'est possible chez les autres, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible chez nous. Et encore une fois, alors sur les orientations budgétaires, et voilà, je pense que chacun est conscient, même n'importe lequel des habitants est conscient que le budget des villes, c'est plus Byzance. On en est tous conscients. Mais si on en est effectivement à faire des coupes sur, encore une fois, ce qui est le plus important pour moi dans une ville, à savoir les enfants, ça me gêne vraiment. Donc, si vous souhaitez qu'on ait un débat constructif sur où faire les coupes, je serais ravi d'y participer. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me satisfaire de votre réponse, encore une fois, donc je voterai contre le point, non pas parce que je suis contre la mise en œuvre du dispositif dans les quartiers prioritaires, mais je suis contre le fait que ça ne soit pas destiné à chacun des enfants. Du coup, moi, j'ai une petite question. J'aimerais bien savoir quelle ville et le nombre d'élèves. Il y en a plusieurs qui l'ont mise en place. Vous prenez les villes qui ont des quartiers prioritaires, je ne vais pas vous faire la liste exacte, et qui ont voté ce dispositif, vous regarderez, il y en a plusieurs en Moselle-Est. Il y en a une plus grande que Saint-Avold en Moselle-Est également. Vous verrez, ils l'ont mis en place dans l'ensemble des écoles. Il y en a une aussi plus petite dans laquelle j'ai exercé, je ne vais pas vous donner son nom, vous la connaissez, qui l'a mis en place de même façon. Et si vous voulez qu'on vous emmène visiter et voir comment ça se passe, ce sera avec grand plaisir. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre d'élèves aussi. Écoutez, je n'ai pas le nombre d'élèves précis dans ces villes-là, mais je veux bien effectivement qu'on en parle. Mais s'il y a une ville plus grande que Saint-Avold, je doute qu'elle ait moins d'élèves qu'à Saint-Avold. Alors, je veux quand même dire, on a quand même une des villes les plus importantes qui a beaucoup d'écoles, de bâtiments. Hein. Bah oui. Pas oublier ça. Hein. On a quand même pratiquement on a 16 16 écoles à gérer.
humide, je l'oublie pas. Je comprends, je le sais. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que pour moi, c'était un principe. Et que je ne voulais pas qu'on recule sur ces principes-là. Je pense que quand notre collègue ici, enseignant dans plusieurs écoles primaires de la ville, il enseigne dans les écoles des quartiers prioritaires et dans les écoles non quartiers prioritaires, il ne change pas sa qualité d'enseignement. Moi, je ne vois pas pourquoi nous, on changerait notre politique vis-à-vis des gamins. Et je peux vous dire que dans certaines villes mosellanes, y compris la plus grande, quand il y a les propositions de coupe qui se font et les DOB qui se font, il y a un budget qui est sanctuarisé et qu'on défend avec les dents, c'est le budget consacré aux écoles et aux enfants. Alors, bon, on va pas rentrer dans un grand débat. On vous fera, vous verrez aussi dans le non, vous ne le verrez pas directement, mais il faut l'éplucher un peu dans le compte administratif qu'on vous proposera les centaines et centaines de milliers d'euros qu'on a mis dans les écoles. Je vous assure. Après, je ne vais pas encore une fois ressasser quelque chose, mais les 700 000 euros qu'on paye chaque année pour payer les illuminations de Noël, j'aurais bien des années précédentes, hein, la dette qu'on paye à Energis, on aurait pu le mettre dans les petits déjeuners, par exemple. Juste ça. Voilà. Et puis l'inertie. Non, mais l'inertie par rapport aux travaux. Alors, non, je dis ça, M. Atmania, parce que si d'autres villes arrivent à le faire, elles ne sont pas dans la même situation que nous. Encore. Si vous me permettez juste, Monsieur le maire, à mesure d'expérimentation, est-ce que je vous propose, moi, à minima, de lancer un appel aux parents d'élèves. Voilà. Si vous le voulez bien, parce que je ne veux pas simplement vous dire faites-le et puis démerdez-vous, trouvez la solution. Lancez un appel aux parents d'élèves. Moi, je suis assez persuadé qu'il y aurait des parents d'élèves qui seraient volontaires pour aider à mettre ce dispositif-là en place. Essayons, voyons si c'est possible de le faire dans un certain nombre d'écoles qui ne sont pas en quartier prioritaire. Je pense que les parents d'élèves, ils sont aussi très attentifs à la situation de leurs enfants. Et si ce n'est pas possible, allons sur une autre solution. Mais je pense que voilà, il faut essayer de sortir de ça avec des solutions pragmatiques. Donc, si vous voulez bien, tentez le coup. Je crois que, mais il n'y a pas que ça, il y a le stockage après, il y a le stockage alimentaire et il y a la distribution dans les écoles. Voilà, ce que vous citez, c'est une infime partie de la logistique. Ça va. Non mais là, l'idée n'est pas mauvaise, hein, si on veut prendre une école un peu pilote et voir comment que ça se passe. Mais ça se passe déjà au Carrère Vénec, il y a des parents qui sont volontaires et qui aident déjà, parce que c'est une logistique. Ok. Écoutez, on propose que la commission scolaire se charge du sujet et nous fasse une proposition. Hein? De rien. Ah oui, de vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, point suivant, qui concerne le rapport d'exploitation annuel des recours administratifs préalables, les RAPO. Voilà. J'ai oublié quelque chose? Non. Ah. Bien. Là, je ne vais pas vous faire lecture de la délibération, ça revient tous les ans. Hein, c'est les amendes de stationnement et les rapports. Donc, ce sont bien les réclamations qui sont faites où la personne qui a été verbalisée se dit « j'ai été verbalisé injustement ». Donc, il y a eu pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, 24 rapports de déposés, donc de réclamations. Et sur ces 24, il y en a 23 qui ont été traités, il en reste encore un. Et parmi les 23, ils ont tous été acceptés parce qu'ils ont été verbalisés à tort. Voilà. Donc vous voyez que l'agent, parfois, quand il n'est pas assez attentif, eh bien, on reconnaît les erreurs et on rectifie. Je crois qu'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de vote sur ce point-là, il me semble, c'est bien ça? Il n'y a pas de vote. Voilà. Point suivant, point numéro 5, qui concerne l'acquisition de parcelles. Oui. Une question? Ah, pardon, allez-y, madame. Oui. Bonsoir. Vous voulez savoir combien coûte le contrôle des stationnements payants en nombre de postes et en équivalent temps plein? Il a compris.
Mais, oui, c'était bien le contrôle du stationnement payant. Le contrôle, oui. Oui. Ça, c'est le rapport, oui. Oui, et le contrôle du stationnement payant, on peut savoir combien ça... Oui, voilà. Oui. Alors, le point suivant, donc, qui est le point 5, avec l'acquisition d'une parcelle appartenant à la commune de Frémin-Merlebach, servant d'accès à la cité Jeanne d'Arc. Monsieur le Premier adjoint. Merci, monsieur le maire. Oui, en effet, il s'agit juste d'une acquisition, une petite parcelle de voirie qui se trouve entre les deux voies ferrées en sortant de Jeanne d'Arc quand vous partez vers Frémin. En fait, c'est nous qui faisons les entretiens à chaque fois, mais c'est sur le banc de Frémin. Donc on s'est mis d'accord avec la commune de Frémin pour l'acquérir à l'euro symbolique. Donc ça a été déjà approuvé par le conseil municipal de Frémin le mois dernier, je crois, ou 23 septembre 2024 exactement. Donc il faudrait qu'on fasse aussi une délibération pour récupérer ce tronçon. Et de toute façon, c'est nous qui entretenons la voirie. Voilà. Des questions? Pas de remarques? Je soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Merci. Point suivant concerne la révision des tarifs pour 2025 du crématorium. Madame Guérin nous présente le point. Merci, monsieur le maire. Donc, conformément au contrat de délégation de services publics liant notre ville à la Société des crématoriums de France pour l'exploitation de notre crématorium, donc suivant la délibération du 31 janvier 2023, il est prévu que chaque année, les tarifs de crémation doivent être révisés selon la formule décrite à l'article 44.5 du dit contrat. Cette révision implique pour 2025 une hausse des tarifs de 0,48%. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, qui est pour? Qui est contre plutôt, pardon. Qui s'abstient? Pardon. Merci Madame Guérin. Vous gardez la parole pour le point suivant qui est la construction d'un groupe scolaire avec le marché global de performance et la proposition d'un jury. On l'avait déjà fait, je crois, il y a quelque temps pour la cantine. Ça existe. Voilà. Okay. Madame Guérin. Donc alors, vu le Code général des collectivités territoriales, le Code de la commande publique, vu la délibération du Conseil municipal du 11 juillet 2020 portant délégation de certaines compétences du Conseil municipal à Monsieur le maire, notamment pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et des accords cadres. Vu la délibération du Conseil municipal du 27 juin 2024 donnant mandat à la société publique locale de Moselle pour la construction, pour la préparation, la passation et la notification des marchés relatifs à la construction d'un groupe scolaire, considérant la volonté de la ville de recourir à un marché global de performance associant des prestations d'exploitation, de maintenance à la conception, réalisation de l'équipement en vue de mettre en concurrence au maximum 3 groupements d'opérateurs économiques. Vu l'article R 2171-16 du Code de la commande publique qui prévoit que la passation d'un marché global de performance implique la constitution d'un jury qui devra émettre un avis motivé quant à la sélection des candidats. Donc, il convient d'acter la composition du jury dans les conditions suivantes. Donc, le maire, qui sera le président, 5 membres titulaires siégeant à la commission d'appel d'offres et 3 jurés experts désignés ci-après. Madame Cyrielle Leval, chargée de mission bâtiment et aménagement durable. Monsieur Frédéric Auclair, architecte. Et monsieur Renaud Oliger, ingénieur, directeur du bureau d'études techniques bureau 3 de Metz. Donc l'ensemble de ces membres à voix délibérante. Il est précisé que le président du jury peut convier toute autre personne, donc par exemple la trésorière principale, l'adjointe au service scolaire ou encore un représentant du mandataire SPL Moselle Construction.
Donc ensuite, je vous passe les conditions de convocation du jury et puis des comptes rendus, comment on va les rendre. Donc, considérant l'obligation de rémunérer les candidats admis à concourir par le versement d'une prime d'un montant de 40 000 € par candidat, dès lors qu'ils ont fourni une prestation conforme aux exigences posées. Donc, il est proposé au conseil municipal que le conseil municipal détermine le nombre de 3 candidats maximum admis à concourir, fixe le montant de la prime à 40 000 € par candidat retenu à titre de l'indemnisation des candidats ayant remis des prestations conformes au règlement de concours, précise qu'une réduction totale ou partielle du montant de la prime est susceptible d'être appliquée sur proposition du jury aux candidats dont l'offre serait incomplète ou non conforme au règlement du concours, approuve la composition du jury présidé par le maire en exercice ou son représentant désigné par arrêté tel que décrit ci-dessus, fixe le règlement intérieur du jury tel que détaillé ci-dessus, approuve le montant de l'indemnisation des membres du jury non rémunérés dans le cadre de leur activité ou obligation professionnelle pour participer au jury selon les modalités financières sus-énumérées, et autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif au marché global de performance. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le point suivant que je vous rapporte est la présentation du rapport d'activité 2023 de la CASAS. Donc, il n'y a pas de vote. Vous avez eu le document. Alors, il arrive un peu tardivement. Normalement, il y a des délais. On l'a aussi eu tardivement et il a encore dû passer devant la commission consultative. Et donc, voilà, on vous le présente aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des remarques dessus? Oui, M. Atmanian. Oui, monsieur le maire, moi j'avais fait, je crois, une remarque similaire l'année dernière. Je suis quand même atterré qu'on présente, c'est pas forcément la responsabilité de la commune d'ailleurs, un rapport d'activité 2023 en décembre 2024. Et puis en plus de ça, complètement anachronique, puisque à la page 4, vous avez la présentation du fameux projet à 450 millions d'euros d'investissement qui est tombé à l'eau il y a 3 semaines, quoi. Donc c'est assez pathétique, quoi. Et c'est révélateur de l'action de la communauté d'agglomération. Je ne ferai pas de commentaires. Voilà. On est en phase. Bien, alors, le nouveau contrat de ville, le point numéro 9 pour 2024, de 2024 à 2030. Madame Eisenbach. Merci, monsieur le maire. Le contrat de ville est issu de la loi numéro 2014-173 de programmation pour la ville et de la cohésion urbaine du 21 février 2014. Il constitue le cadre de référence unique de la politique de la ville et de la politique de cohésion sociale et de solidarité conduite par l'État, les collectivités locales et leurs groupements auprès des quartiers défavorisés et leurs habitants. Ce document conclut à l'échelle des établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, est signé conjointement par l'ensemble des partenaires concernés, à savoir l'État et ses établissements publics et les communes et les EPCI à fiscalité propre. Un nouveau contrat de ville a été élaboré par l'agglomération de Saint-Avold Synergie. Ce dernier s'appuie notamment sur la circulaire gouvernementale du 31 août 2023 relative à l'élaboration des contrats de ville 2024-2030. Son pilotage est assuré par la communauté d'agglomération de Saint-Avold. Ce nouveau contrat de ville repose également sur l'évaluation du précédent contrat ainsi que sur les travaux de co-construction et de concertation menés avec l'ensemble des acteurs locaux. Il vise à mobiliser davantage les acteurs locaux ainsi que les habitants des quartiers concernés pour répondre de manière efficiente aux attentes et aux besoins de ces derniers, à travers la promotion d'actions diversifiées et de proximité. La liste des quartiers prioritaires a été établie par le décret numéro 2023-1314 du 28 décembre 2023. Pour la commune de Saint-Avold, les seuls quartiers sont Carrière et Vénec. Le quartier du Faubourg n'entre plus dans les critères d'éligibilité des QPV. Néanmoins, la municipalité a demandé à ce que ce dernier soit inscrit dans le nouveau contrat de ville au titre du dispositif dit les poches de pauvreté, permettant ainsi de maintenir une action dans le quartier. Considérant l'avis favorable des commissions de finances et après validation du présent contrat de ville par le conseil communautaire de la CASAS de lundi,
il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le nouveau contrat de ville ou document s'y afférent. Y a-t-il des questions? Vas-y. Oui, merci. Bon, effectivement, alors quand le document nous a été présenté en commission finance, en fait, on ne l'avait pas. On avait le principe de la délibération, on n'avait pas le document. Je ne t'en porte pas grief, Monique, mais comprends que c'est quand même un peu gênant dans l'examen sérieux, je dirais, de la chose. Pour moi, la CASAS n'a pas fait le job là-dessus. Sur le fond, il y a simplement quelques remarques que je voudrais faire. Sur les orientations stratégiques du document, ce qui semble être le plus important, on a donc l'éducation et la parentalité, l'accès à la culture et au sport, l'animation sociale et la citoyenneté, l'accès aux droits et à la santé, l'emploi et l'insertion, le cadre de vie et, j'irai une synthèse globale. Ce que je n'y trouve pas et qui aurait dû pour moi être des orientations phares en matière de contrat de ville, parce qu'on ne peut pas faire semblant qu'il n'y a pas une certaine réalité dans ces quartiers, c'est la prévention de la délinquance et les sujets de sécurité. Les sujets de sécurité de façon très globale, parce que aujourd'hui on ne peut pas être aveugle sur ce qui se passe dans ces quartiers, sur des comportements d'incivilité allant jusqu'à des comportements délictuels, voire criminels. Et sans les stigmatiser, il faut mettre les moyens pour agir concrètement, et ça passe aussi, à mon avis, par une inscription concrète dans le cadre du contrat de ville, et la prévention de la délinquance, parce que quand on parle d'éducation et de parentalité, moi, ça passe par là. On doit prendre les choses au plus tôt et à la racine, si je puis dire, pour éviter les problématiques. Et ça, aujourd'hui, moi, je ne le vois pas dans les orientations stratégiques qui nous sont proposées. Et pourtant, je pense que les citoyens sont le plus en demande de ces deux items et orientations principales. J'ajouterai en matière d'éducation qu'il faut, pour moi, demander de façon extrêmement claire. C'est souligné dans le document, mais pour moi, pas de façon assez impérative, le besoin pour nos quartiers de bénéficier du dispositif REP et REP+. Parce que REP et REP+, c'est concrètement le dédoublement des classes sur la grande section, le CP, le CE1. Et ça, aujourd'hui, quand on parle d'éducation et, j'irais, de s'occuper au mieux des enfants de la ville, je pense que quand on voit les situations de certaines familles, quand on voit la situation de certains enfants, ce n'est pas faire injure que de dire qu'ils ont besoin de plus petits groupes et d'une meilleure attention. Et donc ça, je pense que ça doit être une revendication que la ville doit porter, que nous fassions entrer nos quartiers en géographie prioritaire dans les dispositifs de l'éducation nationale, REP et REP+. Donc voilà pour moi les trois éléments qui ne sont pas suffisamment, j'irais, inscrits dans le cadre du contrat de ville. La prévention de la délinquance, la sécurité et la géographie prioritaire au niveau de l'éducation nationale. Donc je souhaiterais, si possible, qu'elle soit intégrée autant que faire se peut dans ces grandes orientations de contrat de ville. Alors, je vais répondre. Je pense que Mme Eisenbach va répondre. Mme Spire répondra aussi. Et je rajouterai un autre volet. Moi, c'est le cadre de vie après. Donc lundi, quand vous n'étiez pas au conseil communautaire, j'ai pris la parole et j'ai défendu le contrat de ville et d'ailleurs nos quartiers sur les mêmes sujets, en disant comme quoi la sécurité fait partie du cadre de vie, et tant qu'il y a de l'insécurité, le cadre de vie ne suit pas. Donc j'ai fait le travail, j'ai défendu notre ville à l'agglo. Vous n'étiez pas là, donc vous ne pouviez pas le savoir. Mais, et pour ce qui concerne la réussite éducative et tout ça, on a plusieurs dossiers qui sont en cours de demande sur le contrat de ville. C'est vrai que ce n'est pas inscrit dedans, mais on a fait des demandes à la sous-préfecture à ce niveau-là, quoi. Et pour le collège et pour les autres établissements. Oui, moi je voulais aussi juste rajouter qu'on a fait des demandes pour REP et REP+, que c'est déjà la deuxième fois. En plus, si je dis pas de bêtises, qu'on a déjà fait les demandes. Et puis c'est bon à savoir que vous vous intéressez qu'on soit REP et REP+, alors que vous voulez pas qu'ils aient des petits déjeuners dans les quartiers QPV. Alors ça c'est d'une
petit test, j'ai dit mot pour mot que je n'étais pas con. Non, c'est pas la réalité. Vous déformez les choses, c'est petit. Une autre remarque, je crois que une autre remarque, non. Alors je rajouterais, j'ai fait une. Alors, Madame Eisenbach a fait ses commentaires, enfin, a mis en avant la sécurité, l'insécurité là-haut et les moyens qu'on devrait avoir. Il y a quand même, il y a eu 15 jours de ça, ce qu'on peut peut-être appeler une balade urbaine avec le procureur de la République, puisque le quartier Carrière a été identifié comme un point important de trafic de drogue, de trafic de stupéfiants, avec le procureur, avec les bailleurs. Le sous-préfet est également présent. Était présent le commandant de police, la police nationale, et après cette balade, donc on s'est réunis au foyer du Vennec pour faire un petit peu un débriefing et voir comment on allait procéder par la suite dans les moyens policiers qu'il faut mettre en place, les moyens policiers, mais également d'autres actions. Il y a eu d'ailleurs la semaine dernière voilà, des contrôles de fait sur ce quartier-là. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas oublié, a été aussi souligné, enfin mis en avant, et ça, ces rodéos urbains qui sont faits, notamment plus particulièrement le week-end, hein, quand on approche le week-end, on a ces grosses voitures immatriculées à l'étranger qui circulent et qui se prennent et qui procèdent sur un circuit de vitesse. On a fait déjà des aménagements, un petit peu de test rue Poncelet, à la demande de riverains qui étaient là. On s'est rendu sur place avec le commandant de police, avec la police nationale, les services techniques. Et j'envisage de faire une réunion publique sur la sécurité au COSEC au mois de janvier. Voilà, une réunion publique sur l'insécurité et quels sont les moyens et également d'aménagement. Hein, le rond-point de la Carrière qui est très large. Hein. D'un côté, je veux dire, dans un sens ou comme de l'autre sens, on peut le prendre à contresens, on peut le prendre comme on veut. On peut même tourner à l'intérieur dedans, enfin, sur une voie, hein, tranquillement, faire tourner la voiture en rond. Donc là, il y a des aménagements importants qu'il faudra faire assez rapidement, en tout cas en 2025. Donc voilà. En ce qui concerne le cadre de vie, j'ai interpellé le président Coscarella à l'agglomération en lui disant, mais Monsieur le Président, le conseil citoyen qui est obligatoire sur les quartiers politiques de la ville a été mis en place récemment en présence de la représentante du préfet qui est en charge de la politique de la ville. Et ce qui a occupé 80% des débats, c'est les ordures ménagères. Le cadre de vie, c'est avant tout quand on sort de chez soi, ce qu'on voit. On voit quoi? Un certain nombre d'incivilités, hein, parce que c'est aussi, il ne faut pas tout mettre sur les uns et les autres. Je pense qu'on est tous responsables, autant les bailleurs, les habitants, l'agglomération et la ville. Le fait d'avoir enlevé les objets encombrants a encore accentué la situation là-haut. Alors, je peux comprendre qu'il a fallu harmoniser au niveau de l'agglo parce que l'ancien centre mosellan n'avait pas de ramassage d'objets encombrants et la Casas et l'ancien pays nabourien l'avait. Il fallait harmoniser, mais il faut en prendre. Il ne faut pas ignorer les problèmes. Et les problèmes là-haut, ils sont bien existants. Les déchets importants qu'on rencontre ne viennent pas parfois des quartiers, mais ils sont ramenés de l'extérieur par des camionnettes et déchargés la nuit. Donc on a bien un souci. Et aujourd'hui, là-dessus, l'agglomération fait l'autruche. Donc je réunirai, c'est prévu, les bailleurs avec la ville et dans le cadre de la politique de la ville, voir comment nous pouvons financer un passage par semaine de la collecte de ce qui traîne, on va dire comme ça, des dépôts sauvages, puisque la Casas fait un transfert de compétences. Hein, non, elle ne fait pas un transfert de compétences, elle fait un transfert de charges. Elle dit, les habitants, vous continuez à payer les ordures ménagères, mais c'est la ville qui gère les problèmes. Donc voilà, c'est bien un transfert de charges qui est fait, et ça, je ne peux pas l'admettre. Donc je suis en désaccord. Ça ne plaît pas au président.
Mais c'est ainsi. Je défends ma ville et je ne défends pas la politique financière où on veut absolument imposer des choses qui ne sont pas réalisables partout. Je le dis, pas réalisables partout. Voilà. On peut passer au vote ou il y a d'autres questions? Vas-y. Bon, je ne reviendrai pas sur les remarques polémiques de Mme Bettinger et de Mme Spire. Moi, simplement, ce que je remarque, c'est que globalement, les orientations ou les... Enfin bon, vous prenez acte que les problématiques que je viens de soulever, de même façon que je viens de le dire, sont effectivement des problématiques prioritaires qui ne sont pas aujourd'hui traduites dans les orientations du contrat de ville, et c'est regrettable. Moi, ce qui m'interpelle dans la discussion que nous venons d'avoir, c'est que finalement, avec la CASAS, ce n'est pas un travail partenarial qui a été mené dans la mise en œuvre de ce nouveau contrat de ville, c'est un travail en rapport de force. Et moi, je suis absolument sidéré quand on est une ville qui abrite près du tiers de la population de l'agglomération, qui a des quartiers prioritaires sur 3 sur son territoire, qu'on fasse le contrat de ville finalement en se permettant d'omettre les orientations principales qui sont soumises par la ville-centre. Enfin, moi, ça me semble absolument inacceptable. Vous parliez, Monsieur le maire, des ordures ménagères et j'irais des incivilités qu'il peut y avoir sur les quartiers en rapport avec ces dépôts plus ou moins sauvages qu'on peut constater notamment sur les collectifs. Il y a une solution tardive qui a été trouvée, je ne sais pas si elle sera au final satisfaisante. J'attends de voir, je ne vais pas préjuger, j'irai du résultat avant d'avoir vu au moins pendant quelques mois les choses qui se passent, mais à un moment donné, il faudra quand même qu'on tire le trait et qu'on fasse l'addition de ce que coûte l'inaction de l'agglomération à la ville-centre. Et en fonction, revoir les relations que nous devons entretenir avec la CASAS, parce que voilà, aujourd'hui, pour moi, le compte n'y est pas, et malgré le fait que vous ayez pu défendre ou intervenir à la CASAS sur ces points-là, c'est pas pour autant que le document a été modifié en fonction ou amendé en fonction, quoi. Et c'est toujours ce qui se passe, c'est-à-dire, vous dites, très bien, et puis après, ok, on passe au vote, et puis voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je ne peux pas voter en faveur de ce contrat de ville tel qu'il est. Ces orientations-là, il manquent. Pour moi, c'est une question de cohérence. De même façon que j'ai expliqué, ça ne veut pas dire que tout est acheté, mais ça veut dire qu'il n'y a pas l'essentiel. Alors, et se rajoute, mais vous avez raison, se rajoute encore à ça une contrainte de délai, de temps, puisqu'on nous oblige à le signer avant la fin de l'année. Donc il aurait dû être signé hier, mais il ne se soit pas rendu compte que nous n'avons pas encore délibéré. Donc la signature est repoussée à lundi après-midi. Donc, vous voyez, on a un petit peu le couteau sous la gorge en disant, écoutez, signez, sinon il n'y aura rien. Alors que ça aurait pu être bien débattu tranquillement, bien en amont. C'est un chantage qui est absolument lamentable. On est la dernière agglomération qui ne l'a pas signé. Le problème, c'est que les autres agglomérations, ils n'ont jamais même passé leur point politique de la ville, leur demande de subvention et tout. Nous, on n'a pas encore ouvert les démarches. Hein, le problème, c'est qu'il a été fait en moins d'un mois, le contrat de ville, quoi. Donc, c'était compliqué, quoi. Je sais, je suis pas. Mais bon, on passe au vote, du coup. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 15 avec Alice. 10 Oh, 15, qu'est-ce que je dis 10. Avec la convention, on n'est pas encore au bout, avec la convention Alice pour le passage en prestation de service unique de cette microcrèche. Madame Eisenbach. Merci, Monsieur le maire. Lors du conseil municipal du 19 septembre 2024, la ville a octroyé une subvention de 10 000 € à l'association Alice en vue du passage de la microcrèche Mélusine vers un dispositif de prestation de service unique, PSU. La municipalité a travaillé en collaboration avec la CAF de la Moselle et de l'association Alice pour permettre cette bascule au 1er janvier 2025. Pour acter ce changement de mode de financement qui permettra d'offrir aux familles naboriennes un accès à la microcrèche à un tarif très attractif,
une convention bilatérale doit être signée entre la ville et l'association Alice. Ce document précise notamment les engagements réciproques des deux parties, les modalités d'attribution de la subvention annuelle versée par la ville. C'est pourquoi il est demandé au conseil municipal, après avis favorable des commissions des affaires sociales et des finances, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention avec l'association Alice. À compter de 2025, le montant de la subvention annuelle sera soumis au vote du conseil municipal. Ce montant sera évalué et déterminé en concertation avec l'association Alice et la CAF de la Moselle sur présentation de tous les documents budgétaires nécessaires, budget provisionnel, bilan comptable, etc. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Monique. Alors, pôle cohésion sociale et solidarité pour la politique de la ville 2024 et la signature de la convention relative aux subventions de la CASAS. Madame Lindauer. Non. Non. 11. Ah, j'en ai sauté un. Ah oui, la TFPB. La TFPB, pardon. Décidément, je vais trop vite. Alors, c'est l'exonération de la taxe foncière sur le foncier bâti. Madame. Merci, monsieur le maire. Alors, conformément à l'article 1388 bis du Code général des impôts, CGI, les bailleurs sociaux signataires du contrat de ville peuvent bénéficier d'un abattement de 30% sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les logements dont ils sont propriétaires dans les quartiers prioritaires de la ville. Pour les quartiers Carrière et Vennec, 3 bailleurs sont concernés, Vivest, Moselliste et Eurométropole Metz Habitat. En contrepartie de l'obtention de cet abattement fiscal, les bailleurs s'engagent à développer un programme d'action dans les QPV visant un renforcement de l'entretien et la gestion du parc HLM, ainsi que l'amélioration de la qualité de service rendu aux locataires. Les actions menées doivent respecter les axes prévus par la convention signée entre les différents protagonistes, mais également correspondre aux orientations fixées par le contrat de ville en vigueur. En 2023, en l'absence d'une programmation clairement définie par les différents bailleurs, ce dispositif d'exonération de la TFPB n'avait pas été reconduit. Toutefois, soucieuse de pouvoir développer des actions à destination des habitants de son QPV, la municipalité a décidé de relancer en 2024. Un travail de concertation a été mené par les services de la ville et les élus avec les différents bailleurs et les représentants de la CASAS et de l'État pour établir un nouveau programme d'action. Ce programme est précisé en annexe des conventions d'utilisation de l'abattement de la TFPB. Le montant estimé de l'abattement s'élève à 118 513,76 € répartis de la manière suivante. Donc Vivest 94 088 €, Mosellis 7 800 € et Eurométropole Habitat 16 625,76 €. C'est pourquoi il est demandé au conseil municipal, après avis favorable des commissions aux affaires sociales et des finances, de valider l'exonération à la TFPB pour un montant de 118 513,76 €, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'édite convention d'utilisation de l'abattement de la TFPB. Y a-t-il des questions? Alors, pas de questions particulières, mais une remarque. Alors, moi, effectivement, j'étais déjà favorable à l'arrêt de ce dispositif d'exonération l'année dernière. Je ne suis pas favorable cette année à sa reprise, pour une raison simple. Qu'importe, je dirais, le plan d'action qui est discuté avec les bailleurs. Les bailleurs ont un intérêt objectif à mettre en œuvre des actions sur ces quartiers, puisqu'ils y ont des logements et donc du patrimoine. Ils y gèrent des habitants qui sont leurs clients et donc naturellement ils ont tout intérêt à mettre en œuvre un plan d'action pour favoriser justement le meilleur cadre de vie possible pour leurs locataires. Moi je vais juste vous donner ces éléments d'information. Sur Vivest, je ne parle pas tellement des deux autres puisque c'est beaucoup plus négligeable en matière d'exonération, de montant d'exonération. Et puis en plus, c'est 2 bailleurs sociaux qui sont adossés à une collectivité. Donc pour moi, ce n'est pas tout à fait quand même la même chose. Mais sur Vivest, sur lequel on propose d'exonérer à quasiment 100 000 €, Vivest, c'est 23 400 logements, plus de 133 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, avec un résultat net de 7 millions d'euros de bénéfices. D'accord? Donc pour moi, c'est comme si on exonérait
de taxe foncière le propriétaire foncier le plus riche de la commune. Donc moi, je ne vais pas exonérer le contribuable le plus fortuné. Ça ne va pas. Ils font un résultat net de 7 millions d'euros. Ils ont tout intérêt, je vous le rappelle, parce qu'ils font un chiffre d'affaires et même bailleurs sociaux, ce ne sont pas des philanthropes. Ils font un résultat net et un bénéfice. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Ces 100 000 euros-là, monsieur le maire, vous l'avez dit, le budget 2025 va être compliqué, certainement encore plus rude que les précédents. Je pense qu'il sera bien mieux utilisé, que ces fonds seront bien mieux utilisés par la collectivité, et en tous les cas de s'en garder le choix en matière d'orientation, et par exemple de financer des petits déjeuners sans vouloir continuer l'arlésienne, mais que de les redonner à une structure qui fait 133 millions de chiffres et 7 millions de bénéfices annuels. Enfin bon, soyons raisonnables, je pense que Saint-Avold a plus besoin de ces 100 000 euros que Vivest, qui représente une goutte d'eau par rapport à leur activité. Bien, alors, je pense qu'on était tous d'accord pour ne pas reconduire l'année dernière cette exonération. Mais je pense qu'il faut aussi, faire en sorte que les bailleurs soient force de proposition et qu'ils n'utilisent pas cette exonération pour financer ce qui est leur charge normale de bailleur. Là, on est bien clair, et c'est bien la discussion lorsque je les ai réunis il y a un mois et demi, avec à nouveau la déléguée du préfet, et on s'est mis d'accord sur un fonctionnement. Il faut que la TFPB, l'exonération, elle est bien fléchée. Voilà dans quel cadre on rentre, et nous ne voulons pas subir à la fin de l'année un bilan sur lequel on n'est pas d'accord. Donc, on s'est mis d'accord sur un fonctionnement qui est le suivant, tout simplement. On se réunit périodiquement, on élabore les actions ensemble, on les valide ensemble, et comme ça, en fin d'année, il n'y aura pas de surprise pour les uns et les autres. Et lorsque je parlais tout à l'heure de charge de ces objets encombrants qu'il faut prendre, ça pourrait éventuellement, il faut voir avec eux qu'une partie. Alors, il ne faut pas, parce que ils disent aujourd'hui, je reviens sur les ordures ménagères, Vives dit, mais nous, tout le montant qu'on a, qui doit normalement aller vers l'amélioration des habitants, il va dans la charge de la gestion des ordures ménagères qu'on a l'obligation d'assurer. Donc là, il y a une grande matière à discussion. Mais je pense que nous devons travailler sur les programmes ensemble. Et à ce moment-là, les 100 000 euros qu'on prévoit d'exonérer, ils seront vraiment bien utilisés, et ils seront utilisés pour l'habitat, pour les habitants du quartier. S'il y a d'autres remarques. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, monsieur le maire. Merci. Alors, la CASAS maintenant, avec encore la politique de la ville et la signature d'une convention pour des subventions. Madame Lindauer. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de la politique de la ville 2024, 3 projets ont été portés par la collectivité de Saint-Avold. La culture pour les jeunes, la médiathèque prend ses quartiers, le soutien à la parentalité et la parentalité positive. Dans ce cadre, la CASAS a octroyé des subventions lors du Conseil communautaire du 16 septembre 2024 à ces différents projets selon le tableau suivant. Pour la culture pour les jeunes, 5 127 €. La médiathèque prend ses quartiers, 8 766 €. Soutien à la parentalité et parentalité positive, 8 355 €. Considérant l'avis favorable de la commission politique de la ville et de la commission des finances, il vous est demandé par conséquent d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions relatives aux subventions de la politique de la ville octroyées par la CASAS. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Votez. Merci Marilyn. Le point suivant, avec de la culture pour nos jeunes, avec la 17e édition du Festival Jeunes Publics pour 2025. Madame Schweitzer. Merci, monsieur le maire. La 17e édition du Festival Jeunes Publics se déroulera du dimanche 9 pour le montage au vendredi 21 mars 2025. À cette occasion, 20 représentations seront données dans la salle François Truffaut, dans le théâtre du Centre culturel Pierre Messmer et dans l'école maternelle Vénec 1.
l'ensemble des dépenses relatives à l'organisation de cette nouvelle édition, à savoir les cachets des artistes, les frais techniques, les frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, ainsi que les droits d'auteur, seront à la charge de la ville. La billetterie pour l'ensemble des représentations est assurée par le centre culturel qui encaissera la totalité des recettes. Il vous est proposé, après avis favorable des commissions de la culture et des finances, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'organisation du Festival Jeune Public, de fixer les tarifs comme suit. 5 € pour les élèves des établissements maternels et élémentaires de Saint-Avold, 6 € pour les élèves des établissements extérieurs, maternels et primaires, qui seront accueillis en fonction des places disponibles. D'autoriser l'encaissement de ces recettes par le biais de la régie de recettes spectacles du centre culturel. D'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif, donc vous les avez en dessous, je ne vais pas vous les lire. Le budget prévisionnel est arrêté à la somme de 29 000 €, toutes taxes comprises. Et ensuite, vous avez le tableau récapitulatif des spectacles du festival qui figure ci-après. Il est précisé que des éléments relatifs à certains spectacles peuvent faire l'objet de modifications. Donc, effectivement, cette année, le Festival Jeune Public concerne que les maternelles et élémentaires. Dans le cas où la situation sanitaire venait à se dégrader et que les salles de spectacle de cinéma seraient amenées à fermer, son organisation sera reportée en 2026, à la même période, avec une programmation qui pourra faire l'objet de modifications. J'espère que non, effectivement, parce qu'il est très bien. C'est un très beau... je dirais, il y a de très beaux spectacles qui sont programmés. Oui, alors oui, je tiens à remercier Soraya, je dirais surtout Soraya, qui travaille énormément sur ce spectacle et qui lui tient terriblement à cœur. Et bien entendu, tous les agents du centre culturel qui font un travail extraordinaire parce qu'ils vont vraiment rechercher le spectacle. Ce sont des spectacles de grande qualité et on peut être vraiment fier de notre spectacle jeune public chaque année. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, monsieur le maire. Merci Raymond. Le point suivant. Alors, une convention autorisant le recours au contrat d'apprentissage. Madame Guérin. Merci, monsieur le maire. Donc, notre ville fait le choix de favoriser l'apprentissage, qui est un contrat par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, donc un apport réel de compétences dispensées pour partie en entreprise et pour partie au centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre cette formation. Cela permet donc à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolues d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Et donc l'aboutissement est un diplôme ou un titre. La rémunération est versée à l'apprenti en tenant compte de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation qu'il poursuit. Donc cela a un grand intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour nos services accueillants. Donc le centre de gestion accompagne sur le plan financier, administratif et technique notre collectivité et les établissements territoriaux dans l'intégration des apprentis ainsi que des apprentis bénéficiant de reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc il nous revient de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage, sachant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget et après avis favorable de la Commission des finances, il vous est proposé d'autoriser l'autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement et au suivi des apprentis conformément au tableau suivant. Donc vous avez là tous les apprentis qui sont actuellement dans nos services ou qui viennent d'arriver. Donc on vous donne le service, la formation qui suivent, le temps de la formation. Et donc d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif
et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le centre de formation des apprentis. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci, merci beaucoup. Très important d'accompagner la jeunesse dans sa formation. Oui, 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 ça permet aussi, oui, ça, on a des, voilà, de renouveler un peu, hein, s'il donne satisfaction, c'est aussi un petit peu un test, hein, parce qu'il faut renouveler le personnel qui part en retraite. Bien, le point suivant, qui est le point numéro 15, cette fois-ci, avec la création d'un emploi du directeur de conservatoire de musique et de danse. Madame Guérin, encore. Donc, le maire informe l'Assemblée. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l'avis préalable du comité social territorial. Compte tenu de la nécessité de recruter un directeur de conservatoire de musique et de danse, le maire vous propose la création d'un emploi de directeur de conservatoire de musique et de danse à temps complet à compter du 1er janvier 2025. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière culturelle au grade de professeur d'enseignement artistique ou directeur d'établissement d'enseignement artistique. Si l'emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent contractuel dont les fonctions relèveront de la catégorie A dans les conditions fixées par l'article L332-8-2 du CGFP. Il devra dans ce cas justifier d'un diplôme de niveau Bac+5. Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale. Donc, il vous est proposé d'adopter la proposition de Monsieur le maire, de modifier ainsi le tableau des effectifs, de prévoir les crédits correspondant au budget chapitre 012 et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents y afférents. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, Madame Guérin. Alors, vous gardez encore la parole avec le recensement pour 2025. Donc, dans le cadre de la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2022, le recensement de la population a lieu chaque année. Les chiffres des populations légales de toutes les circonscriptions administratives et collectivités territoriales sont à présent actualisés chaque année au 1er janvier et publiés au journal officiel. L'enquête de recensement se déroulera donc à Saint-Avold du 16 janvier au 22 février. Donc cette année, en parallèle du recensement de la population, une enquête famille destinée aux femmes sera réalisée. Par ailleurs, la loi du 27 février 2022 clarifie la répartition des rôles entre l'INSEE et les communes et instaure de fait un partenariat très étroit pour la mise en œuvre des enquêtes de recensement. Dans le cadre de sa mission de préparation et de réalisation des enquêtes de recensement et après avis favorable de la commission compétente, il vous est proposé aujourd'hui d'autoriser Monsieur le maire à inscrire la dotation forfaitaire globale versée à l'INSEE concernant le recensement de la population d'un montant minimal de 2 874 € au budget primitif 2025, à inscrire la dotation forfaitaire globale versée à l'INSEE concernant l'enquête famille d'un montant de 670,50 € au budget primitif 2025, à désigner les coordonnateurs communaux de l'enquête de recensement et leur attribuer une rémunération liée à la charge de travail supplémentaire ponctuel de 100 €, donc coordonnateur communal Madame Zabel et coordonnateur communal adjoint Madame Fim Shannon, à recruter 4 agents recenseurs sur une base minimale de rémunération nette fixée à 836 €, à signer les arrêtés et tout document pour mener à terme l'opération de recensement de la population de l'année 2025,
Les crédits nécessaires pour cette rémunération et pour les cotisations et afférentes sont à prévoir au budget primitif 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, Madame Schweitzer, pour l'attribution. Voilà, il fallait le faire, on en parlait depuis longtemps, des médailles de la ville. Merci, Monsieur le maire. Par délibération des 14 décembre 1951 et 7 avril 1954, le Conseil municipal instituait la médaille de la ville pour rendre un hommage au profit des personnes qui se sont illustrées par des mérites particuliers dans différents domaines de la vie municipale. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer à votre Assemblée l'attribution de cette distinction A. Alors on a choisi plusieurs personnes. Donc, Monsieur Jean-Claude Brême, notre conseiller municipal, notre ancien, Rémi Grosz, Dr Safawi, Pietro Pili, Elsa Schmidt, Antoine Klein, Rob Patton et Eugène Janowski. Y a-t-il des questions? Quelqu'un a-t-il besoin de plus de renseignements? Oui. Non? Bon. Félicitations aux récipiendaires. Merci. Oui. Oui. Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, l'avant-dernier point qui concerne un litige indemnitaire opposant la ville de Saint-Avold à la société du Crédit Mutuel Factoring en subrogation des droits de l'entreprise LOTS TP. Alors, je vais reprendre également quelques éléments de la délibération. C'est une délibération qu'on avait déjà prise. Et bon, je vais lire, vous allez comprendre. Donc, au vu de la requête indemnitaire de la société Crédit Mutuel Factoring introduite devant le TA de Strasbourg pour un montant de 268 796,4 € TTC et vu l'attestation du premier adjoint en date du 12 mars 2021 en fixant à 119 647,75 € TTC le montant maximum de livraison de sel et de prestations de chargement et de salage effectuées par l'entreprise LOTS TP, et considérant également l'ensemble des 268 796 € TTC de factures émises par la société LOTS TP a fait l'objet d'un affacturage auprès de la société Crédit Mutuel Factoring qui est désormais subrogée dans le droit de l'entreprise LOTS TP. Considérant également la société Crédit Mutuel Factoring a introduit une demande indemnitaire à l'encontre de la commune devant le tribunal administratif de Strasbourg pour un montant du même montant de 268 796 €. Voilà. Il se trouve qu'après analyse de la commune et des éléments qu'on avait recueillis de l'adjoint des finances, que l'entreprise LOTS n'a pas pu fournir de prestations de fourniture et de services pour un montant supérieur à 119 647,75 €, soit 44,5% de la somme initialement réclamée au Crédit Mutuel. Considérant que le Crédit Mutuel Factoring accepte de signer un protocole transactionnel fixant à 119 647 € la somme versée par la commune et l'abandon de toute réclamation pour le surplus, soit 149 647,75 €. Considérant également la caducité du protocole d'accord provoqué par le recours exercé par M. Tristan Atmania sur la délibération au point supplémentaire du Conseil municipal du 5/9/2022, considérant également l'intérêt pour la commune de mettre fin au litige indemnitaire opposant à la société Crédit Mutuel Factoring, je vous propose le vote en deux parties. La première partie étant de retirer la délibération du point supplémentaire du 5/9/2022. Donc, je passe au vote pour retirer cette délibération-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
à l'unanimité. Et la deuxième demande est d'autoriser à signer de m'autoriser à moi à signer le protocole transactionnel dont le projet lui a été soumis et au terme duquel la commune verse la somme de 119 647,75 € à la société Crédit Mutuel Factoring. Ainsi, le Crédit Mutuel Factoring accepte cette somme de 119 647 € et abandonne donc sa demande indemnitaire portant initialement sur la somme de 268 796 €. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Abstention? Merci. Le point suivant est également le dernier point, qui sont les comptes rendus des décisions prises par le maire. Monsieur le Premier adjoint. Merci, Monsieur le maire. Donc, conformément aux dispositions des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, je vous rends compte des décisions prises en application des délégations que vous avez accordées à Monsieur le maire par délibération du 11 juillet 2020. Point 4, mise à jour par délibération 26 octobre 2023.32. Donc, il s'agit au premier titre indemnisation des sinistres. Vous avez le tableau. Je remercie toujours Valérie et son service pour ce travail. Titre 2, donc on a un transfert de crédit, 76 790 qui est transféré du chapitre 14 vers le chapitre 11. Et en section d'investissement, à 10 440 € du chapitre 20 vers le chapitre 21. Au titre 3, nous avons les renonciations à l'exercice du droit de préemption. Vous avez le tableau et vous remarquerez qu'il y a eu deux options qui ont été levées pour la préemption de deux bâtiments. 7 avenue Clémenceau et 23 rue Général Mongin. Donc, au titre 4, vous avez la liste des opérations funéraires que vous avez en annexe. Et en 5e position, la convention d'occupation à titre précaire et révocable. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Je crois que j'ai fait le tout. C'est en annexe. Okay. Voilà, je crois que j'ai fait le tout. Vous avez des remarques ou des questions? Pas de remarques, pas de questions. Je soumets, je ne sais pas si c'était soumis au vote ou pas. Non, il n'y a pas de vote. C'est à titre d'info. Voilà, merci. Bien, ce dernier conseil municipal s'achève. Je tiens encore à donner deux informations. Vous avez tous vu ce qui est arrivé au territoire français de Mayotte et dans la catastrophe et dans quel état est ce territoire maintenant. Je pense que nous pouvons être solidaires comme on l'a été sur d'autres points. C'était le Maroc et c'était la Turquie. Mais il n'y avait pas que la Turquie. Hein. Il y avait la Syrie. Voilà, c'était un peu sur un territoire plus vaste. Et je souhaitais, il n'y a pas urgence, et je ne souhaitais pas rajouter un point supplémentaire, mais je vous proposerai au prochain conseil, sous la même forme qu'on l'a fait pour les autres, pour Mayotte, de voter une subvention. Voilà. D'ici là, on verra vers quelle association on le reverse. On l'a à chaque fois versé par une association. Je sais qu'il y a l'État et d'autres gros organismes ont donné des références, hein, et on se tournera vers là. Voilà. Autre point, je tenais quand même à remercier le fabuleux repas qui a été préparé et servi à nos seniors vendredi dernier. Il n'y a pas une personne que j'ai rencontrée là-bas ou après, jusqu'à aujourd'hui, qui a eu juste un petit commentaire négatif. Pas une. Alors, je tiens à remercier le restaurant Maison Vie, hein, qui était le restaurateur qui nous a préparé ça, avec toute son équipe. Je tiens à le remercier. Je tiens également à le remercier toutes ces associations qui sont venus aider à sa demande. Hein. Ils sont venus aider. Ça n'aurait pas été possible sans leur concours. Et je peux dire, ils ont été très professionnels. Très, très professionnels. Et voilà, il y a eu des bénévoles et il y a bien sûr eu
tous les agents de la ville qui ont participé à ça. Ça représente plusieurs jours de travail. Plusieurs jours de travail. Je tiens à les remercier. Voilà. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et on se revoit au mois de janvier. Pour ceux qui le souhaitent, partez pas tout de suite. C'est le dernier conseil de l'année. On en marque un peu le point. Il y a quelque chose qui nous attend dans la salle d'à côté. Voilà. Merci.